Le deload est une phase clé de la performance. Encore faut-il savoir comment, quand l'instaurer pour pouvoir s'en servir au mieux dans ses performances. Et c'est ce dont je vais te parler dans cet épisode. Hello tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Force intérieure, le podcast où on parle santé et performance avec chaque lundi un nouvel épisode autour de cette thématique. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du deload. Pourquoi ? Parce que je suis en pleine phase de deload. J'ai beaucoup de mes athlètes également qui sont dans cette phase-là cette semaine. Donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous en parler, pour que vous puissiez un petit peu comprendre à quoi ça correspond, comment l'instaurer, comment on l'établit et à quoi ça va nous servir. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les épisodes et à me le faire savoir. Donc je vois que ça vous sert, donc ça me rend vraiment heureuse et ça me motive à continuer sur cette lignée. Donc comme toujours, je prends 2 petites minutes pour vous rappeler, si ce n'est pas déjà fait, de liker cet épisode et de ne pas hésiter à me donner votre avis au cours du podcast, comme si on échangeait vous et moi. Comme ça me permet d'avoir vos feedbacks directement. Ceci étant dit, on va maintenant revenir à notre sujet, le deload. Donc pour commencer, qu'est-ce que le deload ? Le deload, ça va correspondre à une période où on va décharger l'entraînement. Quand on parle de décharger l'entraînement, ça veut dire qu'on va baisser le volume de l'entraînement, l'intensité ou les deux. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être des séances qui vont être moins longues, plus rapide, moins intense. Et ça, pour une période définie. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est actuellement ce que j'ai moi pour ma programmation d'entraînement cette semaine, et je vais vous illustrer tout au long de cet épisode avec mon exemple et l'exemple des athlètes qui sont aussi en deload, dont j'ai les programmations en tête assez fraîchement là, pour pouvoir vous illustrer un petit peu l'intérêt du deload. Donc pour revenir à mon cas, la semaine dernière, l'entraînement a été très intense. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, j'ai même fini mon dernier entraînement avec un malaise pour mon plus grand plaisir, tellement j'avais cumulé de la fatigue. Donc c'était surtout de la fatigue nerveuse, c'est-à-dire que j'étais vraiment toute la semaine dans un brouillard, même d'un point de vue professionnel, j'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à prendre des décisions, je faisais une tâche chez moi, il me fallait que j'aille me coucher pour faire une sieste, enfin, j'ai vraiment eu un gros brouillard nerveux la semaine dernière, et ça allait de pair avec l'entraînement. Donc pour autant, si on prend les charges que j'ai fait sur l'entraînement, c'était pas mes meilleures performances. J'ai poussé un petit peu l'intensité, mais voilà, on n'était pas non plus en fin de prépa de compétition. Mais on va dire que c'est un peu le premier cycle où je commence à aller progressivement vers des charges de plus en plus lourdes depuis ma compétition. Vous savez, je vous l'ai dit, depuis les derniers mondiaux, j'ai mis du temps à récupérer, j'ai mis du temps à sentir que mon nerveux revenait. Là, je sens qu'il revient, mais ce cycle-là, ça m'a aussi montré que il revient, mais on se calme. On se calme, il faut continuer à faire attention à ses récupérations. Et c'est un peu aussi l'erreur que j'ai fait, je pense, la semaine dernière, c'est que en parallèle que mon entraînement augmentait d'un point de vue nerveux, d'un point de vue charge et intensité, mon hygiène de vie, je l'ai peut-être un peu relâché. J'ai moins fait attention à ma récupération, à mon sommeil, à mon alimentation, et j'ai senti que ça avait joué. Donc vous voyez, quand je vous dis dans mes épisodes que c'est hyper important de bien maîtriser ces paramètres-là, on peut sentir directement l'impact sur nos performances, surtout quand on pousse un petit peu plus. Donc là, moi, j'ai vraiment senti la semaine dernière que le deload était obligatoire, et au final, j'ai même pas eu besoin vraiment d'en parler à ma coach parce qu'elle l'a senti aussi. Et c'est aussi ça que je vais vous expliquer dans cet épisode, c'est qu'un deload, ça se décide pas forcément en amont, sauf des cas spécifiques, c'est vraiment en fonction de comment on gère l'entraînement. Vous allez voir que c'est surtout la réponse à l'entraînement qui va nous permettre de savoir si on a besoin d'un deload ou pas. Donc avant que je vous explique un peu comment et quand on instaure un deload, on va déjà voir à quoi ça sert. Un deload, donc je vous l'ai expliqué, on baisse la charge d'entraînement, des entraînements un petit peu plus cool, un peu plus tranquilles, un peu moins intenses. Pourquoi on fait ça ? On fait ça pour récupérer nerveusement, c'est l'exemple dont je vous parlais juste avant avec mon cas, pour récupérer musculairement, articulairement, et aussi d'un point de vue prévention des blessures. Parce qu'on va voir qu'il y a différents signaux qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille sur le besoin d'un deload pour éviter d'aller surcharger jusqu'à la potentielle blessure. Donc le deload, il va être utile pour ces cas-là et pour ces raisons-là. Le but, c'est vraiment de permettre à votre corps de récupérer, d'avoir une intensité plus light. Ça va aussi de pair un peu avec l'hygiène de vie. Il y a des périodes où je sais pas, vous avez des périodes d'examen, tout ça, mettre un deload à ce moment-là, ça peut être aussi intéressant parce que vous allez être beaucoup plus surchargé par votre vie professionnelle, par votre vie d'étudiant, par même des facteurs extérieurs perso. Et donc, c'est important de rééquilibrer la balance avec l'entraînement. Vous savez, je sais plus dans quel épisode ceux qui m'écoutent régulièrement pourront se souvenir, mais je vous ai parlé du fait que
Pour votre corps, un stress est un stress. C'est-à-dire que quand vous avez un stress pour vos examens, quand vous avez un stress par rapport à de l'anxiété, ou quand vous faites un entraînement, lui, il va traduire ça comme un stress pour le corps. Il va pas faire forcément la différence. Ce qui va se faire après dans la différence, c'est par exemple, si vous vous entraînez, ça va faire un stress musculaire, il va y avoir de l'adaptation. Il va y avoir des choses à ce niveau-là. Mais d'un point de vue cognitif, il va pas forcément faire la différence. Donc en fait, si vous vous retrouvez des fois dans des phases où vous avez votre entraînement, qui est pas forcément plus intense, mais vous avez des périodes d'examen, vous avez appris une mauvaise nouvelle, vous êtes stressé sur différents points, là votre niveau de stress il va fortement augmenter, et donc instaurer un deload à l'entraînement, même si l'entraînement n'était pas forcément très intense d'un point de vue juste charge et volume, bah ça va permettre de rééquilibrer un petit peu la jauge et d'avoir un stress plus acceptable. Parce qu'on va pas toujours pouvoir agir sur l'environnement, parce que voilà, quand on est en période d'examen, faut bien qu'on les passe, nos examens, donc sur ça, on va pas forcément avoir de levier, on peut avoir des leviers pour mieux gérer le stress, comme de la méditation, de l'hypnose, faire des choses qui nous font du bien, ça va être très important, mais voilà, le levier entraînement avec le deload peut aussi aider dans ces cas-là à mieux gérer le contexte d'un point de vue global. Et ça, je sais que je l'ai déjà instauré auprès des athlètes, certains athlètes qui sont plus sensibles au stress, à l'anxiété, et qui en période d'examen, d'eux-mêmes d'ailleurs me disaient déjà je pourrais pas m'entraîner autant, et hop, on baisse la charge, comme ça tu vas à l'entraînement, tu fais des trucs que t'aimes, tu te prends pas la tête, t'es pas non plus épuisé par ce que tu fais, et pour autant ça va être intéressant pour ton entraînement parce que tu gardes un schéma moteur, tu gardes une certaine stimulation d'un point de vue articulaire, musculaire et nerveuse, donc tout coïncide et ça permet de mieux gérer l'ensemble. Donc comme je parle trop et que je divague, je vous ai déjà un petit peu abordé le point suivant qui est quand on instaure un deload. Donc vous l'avez compris, quand il y a des phases de stress, quand il y a des changements dans le quotidien, on va pouvoir aussi instaurer un deload. Je vous refais pas l'explication, vous l'avez bien compris. Les autres cas où on va pouvoir instaurer un deload, comme je vous le disais, c'est quand, à l'entraînement, on montre des signes de fatigue. Typiquement, moi, la semaine dernière, avec le malaise pendant l'entraînement, il n'y avait pas plus gros signes de fatigue, presque. Après, on n'est pas obligé d'en arriver là pour voir les signes de fatigue, mais voilà, ça peut être des choses comme ça qui vous montrent que là, on subit vraiment. Donc, comme signe qu'on peut repérer à l'entraînement, c'est effectivement une grosse fatigue. La fatigue nerveuse, ça se manifeste pour ceux qui connaissent peut-être pas, ou ceux qui connaissent et qui savent pas forcément l'identifier. Ça se manifeste souvent, je dis que j'ai l'impression de m'être pris un bus. Je sais pas si ça va vous parler, cette expression, mais c'est que je vais faire un muscle-up. Souvent, moi, c'est sur le muscle-up parce qu'on va dire que c'est le premier mouvement qui fatigue quand j'ai de la fatigue nerveuse. Ça m'arrive aussi sur les autres mouvements, mais on va dire plus rarement parce que j'ai une meilleure tolérance. Là, c'était beaucoup sur le muscle-up, mais c'est je fais mon muscle-up, je redescends et j'ai l'impression d'avoir pris un bus dans le crâne, ma vision se trouble, j'ai l'impression d'être dans le brouillard et d'un coup j'ai envie de bâiller, je suis très fatiguée. Ça, c'est vraiment signe de la fatigue nerveuse. Et ça peut nous arriver aussi donc sur les autres mouvements. Souvent, ça peut arriver sur le squat parce que c'est un mouvement qui est très nerveux. Donc si vous n'avez pas eu beaucoup de stimulation par le passé, moi c'est vrai que j'ai fait quelques années de musculation, donc le squat, j'ai quand même gagné en capacité à m'entraîner dessus. J'ai quand même des phases où je me prends quand même un gigabus, surtout en ce moment. Mais on va dire c'était un petit peu moins intense que sur le muscle-up, alors que pourtant, vous voyez, si on regarde la charge absolue sur un squat, voilà, je mets 145 kg, là, la semaine dernière, et sur le MU, au plus haut, j'ai mis 7,5. Vous voyez, donc comme quoi la charge absolue, ça veut des fois rien dire. Mais c'est comme si, vous remontez votre squat, vous avez grind un moment, au moment de reposer la barre, on voit des étoiles, et pareil, gros coup de fatigue. Ça, c'est un peu de la fatigue nerveuse, et c'est ce qui peut vous dire, là, on commence à fatiguer. Alors, ça veut pas dire qu'il y a nécessairement besoin d'un deload juste après, mais c'est déjà un signe. Et plus on va avoir de signes, plus là, ça va être important d'instaurer vraiment un deload à ce moment-là. Donc il y a cette notion de fatigue nerveuse, il y a le fait de peut-être tout louper. Si vous allez à l'entraînement et que vous êtes dans une phase où vous loupez tout, même des charges qui étaient faciles entre guillemets pour vous, en tout cas que vous arriviez plus facilement. Et donc si vous loupez tout, ça montre que là le corps il arrive plus à suivre. Parce que la programmation elle est quand même construite, alors on reviendra après sur le cas compétition, c'est un petit peu à part, mais de manière générale elle est construite pour qu'il y ait le minimum de fail possible, à moins qu'on cherche des stimulations particulières. Mais du coup, si vous loupez tout à l'entraînement, ça veut dire que potentiellement votre corps ne suit plus et qu'un deload pourrait être intéressant. Un autre point où il faut faire attention, c'est la perte de motivation. Parce que souvent, quand on a une perte de motivation, on peut s'incriminer un petit peu personnellement, se dire ouais, j'ai plus la discipline, j'ai plus envie. Et ça peut être aussi la porte ouverte à abandonner complètement, passer complètement à autre chose. Alors qu'en fait, une perte de motivation, c'est aussi un signe de fatigue nerveuse. Le fait que,
allez, à chaque entraînement, vous êtes obligé de vous forcer d'y aller, que vous avez du mal à prendre du plaisir, tout ça, c'est vraiment des signes de fatigue nerveuse. Et donc là aussi, ça peut être intéressant de faire un deload, on y reviendra un petit peu plus tard, et pour l'aspect physique, mais aussi pour l'aspect mental. C'est aussi ce qui va vous permettre de revenir avec une meilleure motivation, d'être plus en forme, parce que juste, c'est pas forcément une fatigue musculaire, une fatigue articulaire, une fatigue d'un point de vue physique, mais ça peut être une fatigue mentale. Et ça, pour vous l'illustrer, je trouve que la période d'examen est un bon exemple aussi pour ça. C'est que quand par exemple vous êtes en période d'examen ou que vous avez un événement stressant dans votre vie, mais que vous avez aussi tout votre quotidien à gérer, que vous avez vos entraînements, que vous avez plein de trucs, vous vous retrouvez avec une énorme charge mentale qui va un peu vous parasiter le cerveau et vous allez être beaucoup moins productif sur ce que vous avez à faire. Juste parce que votre cerveau est saturé. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas capable de le faire physiquement, vous n'êtes pas capable de vous rendre à votre examen, vous n'êtes pas capable de faire ce que vous avez à faire chez vous, c'est juste que cognitivement, c'est saturé. Et l'entraînement, c'est pareil. Si vous allez à reculons à chaque entraînement, ça peut être signe que cognitivement, vous commencez à être saturé d'une manière générale. Alors évidemment, ça arrive à tout le monde d'avoir des jours où on est un peu moins motivé, des jours où on a un peu plus la flemme, et ça doit pas non plus être la porte ouverte à se dire dès que j'ai un petit coup de mou, il me faut un deload, etc. Non, mais je veux dire, si c'est de façon récurrente, si sur toute la semaine, tous vos entraînements, vous étiez à reculons, si ça dure depuis 2 semaines, là, il faut commencer à s'inquiéter, ou en tout cas à en parler à votre coach, ou si vous êtes en autoprogrammation, à vous poser la question de est-ce que ça me ferait pas du bien d'avoir un deload. Ce qu'il est important de comprendre avec le deload, c'est que ce n'est pas une perte de temps. Je sais qu'on peut souvent le voir comme ça, et c'est vrai que moi, il y a eu des phases où, par exemple, mon corps avait besoin d'un deload, mais ma tête était encore assez motivée. Et du coup, on m'instaure un deload. C'est chiant. C'est chiant parce que tu vas à l'entraînement pour pas grand-chose. C'est pas forcément stimulant, les charges que tu mets, ce que tu fais à l'entraînement. Mais bon, tu te dis c'est nécessaire, faut le faire. Et il faut le faire. Parce que souvent, on peut se dire, ok, c'est une perte de temps, je pourrais charger plus pour gagner plus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la performance en force à long terme, c'est nécessaire d'avoir ces phases de redescente. Je pense que je vous en parle souvent dans les épisodes sous différents prismes, mais on peut pas être à 100% toute l'année. Ce n'est juste pas possible. Et du coup, pour pouvoir être à 100% au moment des compétitions, qui sont les moments les plus importants de notre carrière sportive, il faut penser le reste de l'année à décharger et à être peut-être à 80%, des fois à 60%. Enfin, relâcher un petit peu toute cette pression, toute cette stimulation sur notre corps, sur notre esprit, pour pouvoir avoir ce regain d'énergie à ce moment-là. Donc si vous pensez que le deload c'est une perte de temps, enlevez-vous ça totalement de la tête. Et vous allez même l'expérimenter, en fait. Si vous voyez que vous stagnez, je sais qu'en période de musculation, en général, les deloads, on les met quand même un peu plus rarement qu'en force, parce qu'on a moins ce besoin de décharger. Mais je sais que moi, il y avait des périodes, quand je faisais de la musculation, où j'arrivais pas à augmenter les charges. Genre, je stagnais partout. J'avais pas forcément un objectif de performance, mais je me rendais compte, je stagnais partout, c'était chiant. Et j'avais aussi ce truc de, je stagne, j'évolue pas, ça me saoule, je commence à en avoir marre. Et ce que je faisais, c'est que je m'instaurais une période de deload, et en plus de faire moins à l'entraînement, je faisais autre chose. Je faisais juste autre chose, en essayant évidemment de pas mettre beaucoup d'intensité dans le autre chose, parce que sinon, c'est plus vraiment un deload, ça peut être un deload, on va dire, de la pratique, mais il y a quand même des stimulations. Mais voilà, je faisais des semaines où je m'entraînais moins, où je mettais beaucoup moins lourd, et ça faisait du bien, Et quand je repartais à l'entraînement, j'étais archi motivée, parce que mon corps avait récupéré, mon esprit avait récupéré, et que pendant cette phase de deload, je m'étais dit, finalement, je me plains sur ci, ça, mais j'ai envie de travailler ça, je me rends compte là qu'il faut que j'améliore ça sur tel mouvement, ça permet aussi une prise de recul, et quand je revenais, j'étais à fond, et en général, mes perfs augmentaient également. Donc ceux qui m'écoutent et qui font aussi de la musculation, ça vous concerne, et ça peut être intéressant du coup d'instaurer quand vous avez un peu ces phases de plateau où vous avez l'impression que rien ne va, tout stagne, et que ça commence à vous saouler. L'intérêt aussi d'un deload, ça va être d'un point de vue musculaire et articulaire, parce que vos tendons et vos muscles s'adaptent mieux après une période de repos relatif. C'est-à-dire, on les bombarde de stimuli toute l'année, mais si on laisse pas, à un moment donné, ces stimuli se développer, je sais pas comment je peux le dire plus simplement, mais on va dire se développer, on va pas forcément avoir les réponses nécessaires. Et un très bon exemple à cela, je trouve que c'est le muscle-up. Le muscle-up, quand vous l'apprenez, si tous les jours vous faites du muscle-up,
tout le temps, sans pause, sans rien, vous allez saturer, votre corps, il n'y arrive pas, ça vous fait mal en plus parce que vous mettez 50 000 sur charge et vous progressez pas. Alors que si vous faites du muscle-up, allez, 2 fois par semaine, vous laissez une période et même, j'ai envie de vous dire, des fois vous coupez 1 semaine de muscle-up quand vraiment vous en avez votre claque d'avoir loupé tout le muscle-up, vous revenez, ça coule de source. Et ça, moi, ça m'est arrivé plein de fois sur l'exemple du muscle-up, parce que, encore une fois, c'est l'exercice pour lequel j'ai moins de stimuli. Donc pour moi, on va dire que c'est celui-là pour lequel ça va être plus sensible à ces choses-là par rapport aux autres exercices, mais ça peut être très bien un autre exercice chez vous. Mais c'est que le fait de prendre du recul, de laisser le corps un petit peu maturer ce que vous avez fait, ça va lui permettre de s'adapter pour que quand vous revenez à l'entraînement, vous soyez plus performant. Et pourquoi ça va maturer ? Ça va maturer d'un point de vue structurel, donc comme je vous disais, vos tendons, vous les bombardez avec vos transitions, ils en peuvent plus au niveau des coudes, vous les laissez faire, et pendant la période de repos, hop, ils vont se reconstruire et se dire, là il nous faut des tendons solides parce que l'autre elle nous envoie la patate. Sauf que si vous envoyez la patate tous les jours, le tendon a jamais le temps de se faire. Donc d'un point de vue structurel, il se passe ça, mais aussi d'un point de vue cérébral. Pourquoi ? Parce qu'on a des neurones aussi qui continuent de travailler, même sans travailler le mouvement. C'est-à-dire que quand vous travaillez le mouvement, hop, directement, on va dire, votre cerveau connecte ce qu'il doit faire à ce que vous êtes en train de faire, mais quand vous ne faites pas le mouvement, ça continue d'essayer de faire ces connexions-là. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu ça aussi, mais quand vous apprenez un mouvement, souvent on rêve du mouvement. On rêve du mouvement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre cerveau, il est encore en train de travailler. Pendant que vous dormez, il est en train de rééquilibrer pour que vous puissiez passer votre muscle-up. C'est plutôt cool. Ça permet de se reposer, mais travailler quand même. Mais du coup, ces périodes un petit peu de deload, de plus off, ça permet de maturer ces choses-là. Et une fois que vous retournez à l'entraînement, votre cerveau, il a suffisamment travaillé pour que le mouvement soit plus clean que si vous l'aviez bombardé tous les jours. Donc vous l'avez compris, le deload, c'est important. Pourquoi ? Pour pouvoir récupérer d'un point de vue physique, d'un point de vue musculaire, d'un point de vue articulaire, pour prévenir des blessures, parce qu'on laisse le temps au corps de s'adapter, pour aussi laisser le cerveau maturer les informations et intégrer les stimuli que vous lui avez appliqués, mais également pour relâcher de la charge mentale et retrouver le plaisir et l'envie à l'entraînement. Alors maintenant, comment on instaure un deload ? On va un peu dissocier 2 phases, c'est-à-dire le deload au cours de l'année, quand juste on sent que le corps en peut plus, typiquement moi en ce moment, et le deload de compétition dont on parlera un petit peu après parce que c'est un petit peu différent. Comment on instaure le deload ? Le but c'est de diminuer le volume et ou l'intensité. Pour le choix, ça va dépendre aussi de la fatigue. C'est pour ça qu'il va falloir identifier un petit peu est-ce que vous avez de la fatigue nerveuse ? Si vous avez de la fatigue nerveuse, que je vous expliquais avec le bus dans le crâne, ça va être obligatoire, on va dire, de baisser l'intensité, parce que c'est typiquement ça qui vient un petit peu taper au niveau du nerveux. Mais si c'est plus d'un point de vue structurel, ce qui va être plus intéressant, c'est de baisser le volume. Dans tous les cas, moi, je vous conseille de baisser un petit peu des deux. Si vous m'écoutez, que vous n'êtes pas forcément coach, que vous savez pas forcément adapter précisément les programmations, vous baissez un peu les deux, dans tous les cas, ce sera bénéfique pour vous. Donc au niveau de la baisse de la charge et de l'intensité, c'est très différent d'une personne à l'autre, mais voilà, on peut se dire qu'on reste autour de 40 à 70% de charge habituelle. 40, c'est vraiment quand voilà, on a besoin d'une grosse récupération, et si on a besoin de juste réajuster un petit peu, 70%, ça peut suffire dans certains cas. Et par contre, un point important, quand vous faites votre deload, vous me gardez votre même échauffement et vos mêmes équipements. Pourquoi ? Parce que le deload, si vous le calculez sur vos charges avec équipement, si vous enlevez les équipements, le calcul est plus du tout bon. Et plus du tout bon parce que si, je sais pas, vous êtes capable de faire un squat à 130 kg avec genouillère, ceinture, bande de poignet, et que vous vous dites, ok, je suis un peu fatiguée, je baisse de tant de pourcents, ça me donne, un squat à 110 kg, et vous dites, 110 kg, c'est vrai que c'est tranquille, je vais le faire sans équipement, finalement, la surcharge est beaucoup plus importante que ce que vous aviez calculé au départ, parce que vous allez plus avoir la même gestion du tout. Parce que c'est pas forcément lié au fait seulement que le matériel permette de soulever plus lourd, c'est en partie vrai, mais c'est aussi que les stimulations sont différentes. Je pense que vous l'avez remarqué, quand vous faites un squat avec et sans genouillère, c'est très différent au niveau des contraintes, et très différent aussi au niveau des contraintes des genoux. Parce qu'en plus, si vous avez l'habitude en squat de tout le temps squat avec des genouillères, déjà rien que le fait de squatter sans genouillère, c'est un stimuli différent pour votre corps. Et c'est pas parce qu'il y a moins de charge que ce sera moins contraignant. Donc, on garde le même échauffement, pourquoi ? Parce que souvent on se dit, ok, j'ai moins de trucs à faire, je vais bâcler un peu plus l'échauffement, mais c'est là où on peut se blesser, on y reviendra après.
on garde le même équipement, si on a calculé le deload en fonction de ça, ou alors si on veut pas s'équiper, on rebaisse encore plus ce qu'on avait prévu. Et on garde les mêmes exercices, par exemple de mobilité ou de réhab qu'on pouvait avoir. On peut très bien aussi faire un deload sur la réhab, mais deload ne veut pas dire j'abandonne tout et je fais le minimum. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du deload pré-compétition. Comme vous le savez, quand on fait une compétition, on va vraiment pousser l'intensité. C'est le principe de la préparation. Et pour ça, on va monter le nerveux, baisser le volume, augmenter l'intensité, jusqu'à arriver à un pic d'intensité maximale. Et ensuite, on a besoin d'une semaine de deload. Et en général, on a le jour J, la compétition. Là, le deload, il va être un petit peu différent parce qu'il faut aussi l'adapter à chaque athlète. Pour chaque athlète, ça va être différent de la manière de gérer le deload. Alors, c'est aussi vrai pour le cas précédent que je vous disais, mais on va dire que c'est d'autant plus important dans un cadre compétitif parce que là, on a un objectif d'être le plus performant le jour J. Donc c'est très important de connaître son athlète pour savoir comment le gérer au mieux pour le jour J. Et vous comprendrez aussi que plus on connaît son athlète, plus on va pouvoir adapter. C'est vrai qu'au fur et à mesure de prépa, ça permet de tester des choses, de voir d'un point de vue réponse nerveuse ce qui convient et ce qui convient pas. Et on a aussi notre athlète qui évolue, donc il faut suivre ses évolutions. Moi, comment je fonctionne par rapport à ça et par rapport à l'instauration des deloads que je mets pour mes athlètes, en général, je fais des gros deloads. Pourquoi ? Parce que on pousse beaucoup la prépa et il faut récupérer. Il faut récupérer et la plupart des athlètes ont besoin vraiment d'une récupération nerveuse. Là, c'est assez frais dans ma tête parce que samedi, j'accompagne 4 athlètes en compétition. D'ailleurs, au jour où vous écouterez cet épisode, ils auront fait leur compétition. Je pense que tout se sera très bien passé parce qu'ils sont prêts et j'ai trop hâte de vivre ce moment avec eux. Mais pour chacun, j'ai quand même mis un gros deload. Donc on peut se dire, oui, mais du coup, comment t'as fait pour ajuster ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut analyser la réponse de vos athlètes. Si un athlète répond bien quand il reste toujours à une haute intensité, on va pas baisser de la même façon le deload. On va baisser, certes, mais ça veut dire qu'il faut garder une certaine intensité parce que c'est ça qui lui permet d'explorer ou d'exploiter son potentiel nerveux le jour J. À l'inverse, si on a un athlète qui répond mieux quand il a eu une grosse phase de récupération, là, on va mettre un deload assez fort pour avoir une réponse qui lui correspond. Et c'est vraiment comme ça qu'on jauge le cas par cas. Et vous pourriez me dire, oui, mais Julie, quitte à baisser complètement le nerveux, pourquoi on ferait pas une semaine off ? Alors le problème de la semaine off, c'est qu'on peut perdre nos repères. L'intérêt du deload, c'est de garder en fait une simulation sur les mouvements, ce qui permet de garder les repères, que ce soit les repères de positionnement, de comment je descends de la boxe, comment je place mes mains, j'attends l'ordre, tous ces petits détails-là, mais aussi un repère de schéma de mouvement. Comment je tire, comment j'engage, comment je fais. En fait, ces mouvements, même légers soient-ils et minimes soient-ils, c'est pour ça que c'est important, je vous disais, de garder la même routine, équipement, échauffement et même, on va dire, concentration. C'est vrai que je voulais pas préciser, mais c'est important de garder la même concentration, parce que c'est là que vous continuez d'automatiser les choses et que vous ne perdez pas ça. Si vous faites une semaine complètement off, d'un point de vue nerveux, oui, vous allez récupérer, mais vous allez peut-être avoir des petites pertes techniques, des petits flous sur comment vous positionnez, parce que ça fera longtemps que vous l'avez pas fait. Donc moi, en général, j'aime bien laisser à mes athlètes 2 jours off avant leur compétition, 1 ou 2 jours off, parce que là, comme ça permet de vraiment récupérer, mais ils ont tous au moins une stimulation sur chaque mouvement dans la semaine pour justement garder en mémoire ce schéma moteur. Et par rapport au deload, il faut aussi savoir d'autres choses. Là, ce que je vais vous dire, ça concerne un petit peu plus quand même les deloads pré-compétition, parce que comme je vous le disais, pré-compétition, on pousse très fort le nerveux, donc le deload est obligatoire, et on a vraiment un peu poussé au bout du bout avant d'instaurer le deload. C'est ce qui permet en fait d'avoir une réponse adéquate le jour J pour avoir son pic de forme au moment voulu. Et on peut avoir pendant le deload quelques symptômes, mais qui sont normales. Premier symptôme, grosse fatigue. Pendant le deload, vous allez avoir des charges légères, un volume léger, mais pour autant ça va vous paraître hyper lourd. Et c'est complètement normal. Ça, je tiens à vous rassurer dessus. Alors c'est hyper bizarre au début quand on le vit la première fois parce qu'on se dit, je me souviens moi, c'était un peu sur tous mes mouvements, hein. Mais sur mes premières compétitions, j'étais en train de faire des charges et je me disais, mais attends, je suis censée mettre limite sur le squat 100 kg de plus samedi, comment je fais alors que là je sens déjà ça lourd, et pour autant le samedi ça va nickel, hein. Donc c'est complètement normal, on a poussé votre nerveux, il a besoin de récupérer, et vous sentir fatigué sur le deload, c'est même signe que la prépa a plus ou moins été bien gérée, parce que le deload était important à ce moment-là. Donc la fatigue pendant le deload c'est normal. On peut aussi avoir l'apparition de petites douleurs. Pourquoi ? Parce que si vous avez déjà des fragilités, si vous avez déjà eu des problèmes par le passé, je sais pas, au niveau des coudes, au niveau des hanches, au niveau des genoux, ça peut repop un peu pendant le deload parce que, encore une fois, on a poussé très fort le corps
et il va refaire pop un petit peu toutes les douleurs qui étaient sous-jacentes. Donc ça peut être normal, mais on peut aussi avoir des douleurs différentes à d'autres endroits. C'est aussi comme ça que le corps s'exprime, c'est ok, je suis fatiguée, tu m'en as mis plein la tête, donc hop, il y a des petites douleurs qui pop, mais en général, on reconnaît ces douleurs parce que, voilà, un jour vous avez mal là, le lendemain plus du tout, et vous avez mal là, et ça fait un petit peu ça toute la semaine de deload, et ça aussi c'est complètement normal, et il faut un peu s'en affranchir, parce que des fois ça peut être des douleurs qui sont un peu embêtantes, un peu chiantes, mais vous allez voir que ça dure pas longtemps, et pareil, c'est signe qu'on a poussé votre corps. Là, on est vraiment dans le sport performance, quand on fait une prépa, et donc forcément, on malmène un petit peu le corps, et il réagit, et c'est complètement normal. Vous savez maintenant presque tout sur le deload, et c'est vrai que la façon dont vous l'appréhendez, c'est aussi ce qui va conduire ces résultats. Donc comme je vous le disais, c'est important que vous gardiez une certaine concentration, alors encore plus quand vous êtes en compétition, mais je veux dire, sinon, voilà, vous pouvez lâcher un petit peu du lest, mais au moins sur les mouvements que vous faites, qui sont vos mouvements liés à votre sport, voilà, on garde une certaine concentration, c'est ce qui permettra aussi de garder en mémoire, voilà, tout ce que je vous expliquais d'un point de vue schéma moteur, d'un point de vue repère. Et c'est important de prendre cette phase de deload vraiment comme une partie intégrante de la programmation. Comme je vous disais, moi, longtemps, j'ai vu ça comme un truc chiant, comme un truc qui me saoulait. Et quand je suis dans ces phases-là, où je vous dis la semaine dernière a été très dure, je vous jure que je l'apprécie de plus en plus parce que je sens mon corps qui récupère, je sens que ça lui fait du bien, je me sens aussi beaucoup plus efficace sur tous les autres aspects de ma vie, parce que je suis en train de récupérer nerveusement, et là, en vrai de vrai, ça tombe à pic, parce que moi aussi, il faut que je sois en forme samedi pour accompagner au mieux mes athlètes, et je sens déjà que ça fait effet. Vous voyez, on est mercredi, donc au final, là, j'ai eu que 2 entraînements sur mes 5, mais je sens que ça me fait déjà énormément de bien, que mon corps commence à récupérer progressivement. Je vous cache pas que lundi, c'était très dur, j'avais vraiment du mal à faire la moindre tâche. Hier, un peu plus, et aujourd'hui, je commence déjà que ça commence à s'améliorer, et ça va aller en s'améliorant jusqu'à la fin de la semaine. Limite, mon pic de forme, à moi aussi, sera samedi, donc ça va être génial pour accompagner mes athlètes. Mais voilà, prenez vraiment le deload comme une partie à part entière du processus. Apprenez à le savourer, parce que finalement il y en a pas tant que ça des deloads, et que c'est vrai qu'on pousse le corps, c'est trop cool d'être fort, mais c'est aussi fatigant, donc c'est important de savoir récupérer et de prendre plaisir à ça. Je vous le dirai jamais assez. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, qui vous a donné beaucoup de clés pour pouvoir adapter et comprendre ce qu'est le deload. Je vous fais un petit rappel pour ne pas oublier de me mettre un petit like et un petit commentaire pour me dire si cet épisode vous a plu, ça m'aidera au référencement. Merci à ceux qui le font à chaque épisode. On se fait des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!